Bien, on va donc commencer par un premier rapport introductif sur la situation politique, mais c'est pas tant sur la situation politique qu'il faudra qu'on débatte. Bien sûr, c'est ce qui est important, parce que c'est l'arrière-fond de notre intervention concrète. Je souhaiterais qu'on discute après essentiellement sur le rôle que l'on assigne à la gauche démocratique et sociale, quelle est l'utilité de GDS et quelles sont les tâches de GDS dans la situation politique. Je vais donner quelques éléments de cette situation politique, mais je ne pense pas que c'est là-dessus qu'il peut y avoir beaucoup de différences d'approche. Je suis reparti d'un certain nombre de documents qu'on avait publiés lors de nos précédentes réunions. D'abord sur le contexte mondial. Ça n'a malheureusement pas beaucoup changé. Un contexte chaotique, des guerres, des désordres écologiques, une guerre commerciale même qui commence aujourd'hui, avec donc toujours une déstabilisation de nombreuses régions du globe, avec famine, inégalités croissantes, etc., et des phénomènes migratoires à l'échelle planétaire, y compris, pour ceux qui ont lu Le Monde diplomatique de ce mois-ci, il y a aussi toute une étude sur la démographie en Europe, le déséquilibre Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, les migrations aussi, donc tous les continents sont touchés aujourd'hui. Il y a une croissance mondiale qui a redémarré après une décennie de crise. C'est une croissance modérée, elle est peut-être déjà menacée, puisqu'on entend par exemple Christine Lagarde du FMI dire qu'il nous faut anticiper d'où viendra la prochaine crise. Donc un capitalisme avec des crises plus rapides, à intervalles plus rapides actuellement. Alors il y a des choses qui se passent à l'échelle mondiale, il faudra regarder un peu plus. Alternative économique dit mondialisation, le coup d'arrêt. Il est clair que l'hyperglobalisation des années 2000 est peut-être en train de ralentir. Il semble que tout ce qui est investissement direct étranger, c'est-à-dire l'acquisition d'entreprises étrangères ou l'implantation de filiales dans des pays étrangers est en train de chuter. Donc il y a des choses qui se passent au niveau du capitalisme mondial. C'est aussi qu'un certain nombre de firmes ont anticipé le protectionnisme américain et la guerre commerciale qui commence. Par contre, la mondialisation des échanges financiers se poursuit et continue de progresser. Et c'est ça qui est quand même facteur d'instabilité, facteur d'accroissement des inégalités à l'échelle mondiale. Alors, plus particulièrement au niveau européen, l'élément marquant, bien sûr, depuis quelques années, mais qui s'accélère, c'est l'arrivée au pouvoir en coalition de l'extrême droite. J'ai pu tromper ou oublier, il y a au moins l'Autriche, la Bulgarie, la Slovaquie, la Norvège, maintenant l'Italie. J'ai recensé 5. Mais il ne faut pas oublier les gouvernements hongrois, polonais ou danois, qui sont sur des positions de droite dure, avec un nouveau concept qui commence à se développer, qui est un vieux concept notamment de Pierre Rosanvallon sur j'ai du mal à le prononcer. Démocratie libérale. Illibéralisme, ça y est. Bon, illibéralisme, c'est le fait qu'on a des gouvernements autoritaires, en apparence une démocratie, mais un rejet y compris du néolibéralisme. Et c'est Orban en Hongrie qui avait développé principalement ce concept. Il y a une instabilité dans de nombreux pays européens. Donc j'ai parlé de l'Italie, mais c'est un gouvernement de coalition où il y a l'extrême droite, mais c'est très instable. Il y a l'Espagne. On le voit avec le renversement de Rajoy et l'arrivée du PS espagnol. Mais pour les prochaines élections, c'est le parti de droite de Manuel Valls, Ciudadanos, qui serait en tête. Donc des situations très instables, et y compris en Allemagne, une coalition entre le SPD et la CDU, mais avec et un SPD et une CDU affaiblie. Donc tout ça c'est la toile de fond à l'échelle européenne. Et c'est dans ce cadre-là qu'en France, l'offensive néolibérale de Macron se poursuit, s'accentue. Son premier budget a été marqué par la quasi-suppression de l'impôt sur la fortune,
la baisse massive de l'impôt sur le revenu du capital? Et est-ce que le prochain budget sera celui de la baisse des prestations sociales? En tous les cas, il est clair qu'il regarde fortement de ce côté-là. Alors, il y a un certain nombre de points qui nous paraissent clés, nous, en tant que GDS, dans cette offensive néolibérale, sur lesquels il nous semble important d'insister. Je reviendrai, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. C'est l'offensive menée aujourd'hui contre les protections des salariés. L'offensive se traduit par une remise en cause frontale du statut des cheminots, mais bien évidemment, la volonté de Macron, c'est de casser le statut des cheminots pour pouvoir ensuite, plus globalement, s'attaquer aux protections sociales, aux conventions collectives, etc. Ça, c'est un élément clé de la situation qui est une volonté d'affaiblir tout ce qui protège les salariés, puisque, bon, je crois que c'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui l'autre jour rappelait que dans la campagne, avec Macron, ils avaient bien expliqué qu'on sortait d'une société de statut. C'est Attal. Ou c'est Attal qui a dit ça, voilà. Mais tout ça, vous le retrouvez toutes les semaines dans la lettre d'ODS. Ceux qui ne la reçoivent pas, soit ils ne sont pas abonnés, soit elle est dans la boîte spam, donc il faut aller la chercher. Et on a mis dans la dernière lettre comment faire en sorte qu'on ne la reçoive plus dans les spams. Parce qu'on l'envoie quand même à 30 000 exemplaires, donc il y a des ordinateurs qui disent « Oula, ça c'est un spam, mais c'est pas obligatoire ». Je dis ça parce que toutes les semaines, on travaille notamment avec Jean-Claude pour donner des éléments sur l'actualité et notamment sur les attaques de Macron. Donc sur les statuts, je crois que là, on le voit, avec une volonté claire de réduire le rôle des organisations syndicales. C'est aujourd'hui le fait qu'ils ne tiennent pas compte, passe par-dessus les avis des organisations syndicales, même de la CFDT, je crois que c'est quand même quelque chose. Et puis ça va loin. Enfin, on a vu que dans la loi Pacte, il est prévu, par exemple, sauf erreur de ma part, actuellement dans une entreprise, à partir de 200 salariés, il y a un local syndical qui est obligatoire. Et là, ils disent, tiens, on va mettre à 250. Alors voilà, même dans les détails, ils vont jusque-là pour tenter de réduire les protections des salariés, le rôle des organisations syndicales. Deuxième attaque frontale, c'est sur la protection sociale, mais sur les fondements même de la protection sociale française, qui est basée, vous le savez, sur des cotisations salariales et patronales. Bon, tout le monde a en tête qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, un rapport de social favorable avait réussi à imposer que les entreprises participaient au financement de la protection sociale. Ça, c'est quelque chose, évidemment, que le patronat n'a jamais accepté, n'a jamais voulu que ça dure. Donc il y a déjà un processus qui est enclenché depuis de nombreuses années de baisse des cotisations patronales, d'abord au niveau du SMIC, etc. Ça, c'est quelque chose que Macron a accentué. Et il y a aussi maintenant la suppression des cotisations sociales salariales, assurance chômage et maladie, pour 2018. Et donc on a une transformation, alors, dont les salariés ne s'aperçoivent pas, bien évidemment, mais qui est une transformation de fond de notre système de protection sociale, où on va passer sur un système basé sur des cotisations, sur le fait que les salariés acceptaient qu'une partie du fruit de leur travail, une partie de leur salaire était socialisée, à une protection sociale basée sur l'impôt. Bon, ce qui est un système totalement différent, on pourrait y revenir, mais je pense que vous connaissez toutes les argumentations là-dessus. Alors après, on pourrait citer des tas, parce que je refaisais encore le point ce matin, on a tous du mal à suivre toutes les attaques dans tous les sens. Par exemple, je lisais, mais c'est un petit exemple, un exemple important, sur la question de l'accessibilité des handicapés au logement neuf. Bon, modification, pas 100% des logements adaptés, mais 10%. Une association comme l'Association des paralysés de France, qui s'appelle France Handicap maintenant, dit on n'a rien vu venir, on n'a pas eu le temps, ça nous est tombé. Cap 22, par rapport à la fonction publique, ils ont décidé non pas de sortir un rapport et d'annoncer les mesures après, ils viennent de décider d'annoncer et le rapport et les mesures prises fin juin, début juillet. Bon, l'engagement de la France est quand même de baisser de 4 points la part de la dépense publique dans le PIB d'ici 2022, c'est-à-dire 100 milliards d'euros. Bon, donc et on pourrait en citer d'autres. Sur la formation professionnelle, je crois qu'il n'y en a pas un seul ici qui est capable de dire quelle est exactement la réforme de la formation professionnelle qui est passée des régions aux branches professionnelles, c'est-à-dire au patronat. Il y a à peu près 700 fermetures de CFA, de centres de formation des apprentis, qui sont possibles, en tout ce qui concerne l'apprentissage, et la possibilité pour des tas d'organismes privés d'ouvrir
leur CFA qui est ouverte, enfin, qui est rendue possible. Donc, voilà, je pourrais en donner d'autres. On pourrait aussi citer tout le bilan au niveau écologique. Dans le prochain DS, il y aura un article sur le bilan écologique de Hulot, avec un détricotage, y compris d'un certain nombre de normes environnementales. Voilà, c'est tout ça. Et bon, dans un contexte où le chômage ne baisse pas vraiment, bon, on peut trouver des endroits où ça baisse, machin, etc. Mais quand on prend toutes les catégories confondues de chômeurs, il n'y a pas de véritable baisse. La dette n'a pas baissé. Et à partir du moment où il est fort probable que dans les prochaines années, les taux d'intérêt remontent, la question de la dette va revenir de façon forte. Bon, voilà, je ne détaille pas plus, mais c'est quand même le cadre d'intervention dans lequel on est, avec ce qui est positif, mais on en verra les limites, le fait que pour une majorité de nos concitoyens, il y a le sentiment que Macron mène une politique de droite. Bon, ça, je crois que les illusions, toutes les enquêtes d'opinion, etc., le montrent, les illusions qui avaient pu être distillées sont levées. Pour autant, où en sommes-nous dans la question des mouvements sociaux? Là aussi, je pense que vous avez tous à peu près les éléments en tête. Il y a, face aux différentes mesures mises en œuvre, des mouvements, des protestations, des mouvements sociaux, etc. On en voit à la fois toutes les potentialités, un certain nombre de manifestations interprofessionnelles d'ampleur, alors après, moi je ne sais pas combien de millions de gens comprennent ce qui se passe dans ce pays. Tu disais, je crois, Gérard, l'autre jour, 3 millions, j'en sais rien. Enfin, il y a un nombre, ça dépasse les seuls militants politiques, des petits groupes, des machins qui sont conscients de ce qui se passe. Il y a un nombre important de gens qui savent ce qui se passe, qui comprennent ce qui se passe, qui descendent dans la rue, mais ça reste limité à certains secteurs, à certains militants, et ça a du mal à enrayer l'offensive aujourd'hui en cours, et ça a du mal à mettre en mouvement la grande masse des salariés de ce pays. Voilà. Donc il y a des potentialités, il y a des choses qui se produisent, mais on n'y arrive pas à enclencher un niveau supérieur qui permettrait de bloquer. Mais vu le niveau des attaques, on sait bien qu'il faudrait bloquer le pays, il faudrait que les entreprises soient occupées, il faudrait que, et on n'arrive pas à enclencher ce niveau supérieur. Bon, on y reviendra si vous voulez, parce que c'est un élément clé de la situation qui peut à la fois nous rendre optimistes en disant qu'il y a un certain nombre de mesures ou d'attaques qui vont avoir lieu. Je n'ai pas parlé de celles sur les retraites, par exemple, mais là aussi, ils attaquent ça de façon, je dirais, rusée. Ils ne nous disent pas qu'il faut de la capitalisation, etc. Ils vont modifier de façon totale le système, c'est ce qui est prévu, pour passer par un système par points, c'est-à-dire on saura combien on cotise, donc ces cotisations définies à l'avance, mais par contre, on ne connaît pas les prestations que l'on aura lorsqu'on sera au chômage, puisqu'on aura acquis un nombre de points, mais que le point, la valeur du point, variera en fonction de la situation économique, de la démographie, etc. C'est déjà le cas des retraites complémentaires Agirc et Arco, et l'étude sur les 20 dernières années, je crois, fait que la baisse du point régime Agirc-Arco est bien supérieure à la baisse que le régime général, la valeur des pensions dues avec le régime général. Bon. Et ça, c'est la systématisation, le cassage de tous les systèmes de retraite généraux particuliers qui peuvent exister, qui correspondent à des situations historiques, des situations professionnelles. Et est-ce que tout ça, on va réussir à enclencher une mobilisation notamment autour des retraites? C'est évidemment un des enjeux importants. Alors, voilà, ça je pense que, bon an, mal an, on pourrait y revenir, mais je pense qu'on partage à peu près tous ce constat de ce qui se passe. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est constitué en gauche démocratique et sociale, et quel est le bilan que l'on peut en tirer pour l'avenir. Ce qui est important, ce qui nous semble, nous, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois à partir de la première réunion unitaire nationale de toutes les organisations de gauche, à l'exception du Parti socialiste, pour décider du soutien à la grève des cheminots. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez suivi sans doute tous ces éléments. C'est notamment Olivier Besancenot qui avait compris qu'il y avait une urgence à ce qu'on ne subisse pas une nouvelle défaite. Hein. Enfin, lui, il avait dû dire il faut
faut qu'on engrange une victoire, il faut absolument que... Bon, et donc, il y a une nécessité d'un rassemblement, d'une unité. Alors, c'est quelque chose qui rompait un petit peu avec la phase d'éparpillement, de fragmentation de la gauche dans ce pays. Hein. Depuis la fin du quinquennat Hollande, la gauche a explosé, le mot est un peu fort, mais enfin, il y a un éparpillement, une fragmentation. Fragmentation, je trouve que c'est le meilleur terme. Et là, donc, il y a eu une compréhension qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Alors, ce qui était à contre-courant, notamment de la stratégie de la France insoumise depuis de nombreux mois, qui était, nous sommes majoritaires, nous, France insoumise à gauche, et on ne va pas s'amuser à aligner une ribambelle de logos qui ne sert à rien. C'est la petite gauche qui veut se rassembler. Bon, donc... Et il y a eu un processus quand même qui s'est enclenché, bon an, mal an, autour de la grève des cheminots, la question de conférences de presse dans des gares, etc., qui a amené à ce que la mayonnaise prenne un peu. Bon, avec les limites que j'ai données tout à l'heure du contexte, mais c'est quand même quelque chose qui était extrêmement positif et dans lequel nous avons joué un rôle. Voilà. Nous avons été utiles dans ce processus et je pense que c'est un élément important aujourd'hui à avoir en tête quand on discute un peu de notre bilan. On a de la même façon participé. Alors, à un moment donné, c'est bien de l'unité, c'est bien de soutenir les cheminots, mais nous, on a dit que ce serait bien de les soutenir sur un contenu. Et on a proposé donc un texte qui a été adopté. France Insoumise et le PG se sont retirés à ce moment-là, pensant que la pression n'était pas suffisamment forte et qu'ils pouvaient se tailler. Bon, mais ce texte montre que lorsqu'on a la volonté d'écrire des choses en commun, je me rappelle de la réflexion de Zouguebi, pardon, le proche, mais non, le proche de Pierre Laurent, qui avait dit à Gérard, de toute façon, on n'arrivera pas à écrire un texte commun sur la SNCF, parce qu'entre ceux qui sont pro-CGT et ceux qui sont pro-Sud, il n'y aura pas possibilité d'accord. On a écrit un texte en 2-3 heures, et ensuite il y a eu 2-3 petits amendements, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait, mais le texte a été adopté. Donc, lorsqu'il y a... on s'est même fait féliciter par les autres. Lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin, c'est ça en tous les cas, lorsqu'il y a une volonté d'écrire des choses en commun sur ce qui est notre base commune, eh ben on y arrive. Bon, voilà, c'était un peu aussi la démonstration que l'on a voulu faire. Ce texte a peut-être été insuffisamment popularisé, mais en tous les cas, il faut que nous, on continue à montrer ce type d'exemple. Après, on a participé avec François Ruffin à la marche, à la mise sur pied de cette marche de la fête à Macron. Alors, d'abord parce qu'on a, je dirais, une habitude de travail avec François Ruffin depuis de nombreuses années, que François Ruffin est un député du groupe France Insoumise sans être à France Insoumise, et qui garde un fil à plomb qui est quand même, toutes ses interventions sont centrées sur la question sociale. Hein, et, je veux dire, tenir bon dans l'Assemblée, comme il le fait, il commence son intervention et la présidente lui dit « Monsieur Ruffin, remettez votre chemise dans votre pantalon ». Donc il faut qu'il remette, parce qu'il cause vite, puis enfin, c'est insupportable, quoi. Et il continue, et je trouve que voilà, il donne une bonne image du rôle d'un député de gauche. Alors on sait aussi ces options Nuit debout sont assez mouvementistes, hein, c'est le mouvement, mais donc l'idée de la manif pot-au-feu, chacun y amène son contenu. Dans la situation actuelle, ça avait un rôle positif. Voilà. Et donc on a accompagné, on a participé aux réunions de préparation, etc. Et y compris, c'était pas, je crois qu'il faut l'avoir en tête, là non plus, une initiative propulsée par France Insoumise. Bon. France Insoumise s'est réinvestie dedans, bien évidemment, comprenant ce qui s'y passe. Et la presse, la grande presse, les grands médias ont dit c'est une opération de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué que cela. Et on l'a revu sur la marée populaire pour le 26 mai, c'est-à-dire, là aussi, quelque chose qui n'était pas à l'initiative de France Insoumise, qui imposait une ribambelle de logos, hein, puisqu'il y avait 30, 40, 60 à l'échelle nationale, on en avait une trentaine localement, c'est pour ça. Et par exemple, on vient de tirer, c'est extraordinaire, parce qu'on vient de tirer un bilan à Nantes de cette manif, de ce qu'on avait fait, donc tout le monde dit c'est bien, il y avait une bonne ambiance entre nous, il y a eu des limites, parce que numériquement, c'est pas complètement à la hauteur de ce qu'on voulait, mais il faut qu'on essaie de continuer ensemble. Et le gars de France Insoumise qui
qu'est-ce que c'est bien, on est tous ensemble. Mais c'est ça qu'on veut depuis des années. Donc vous voyez bien, entre la position du noyau dirigeant de France Insoumise autour de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même anti-unitaire, qui veut absolument imposer que France Insoumise est la seule force, ou en tous les cas c'est la seule force qui compte à gauche, on y reviendra sur les européennes, mais le sentiment de nombre de militants France Insoumise n'est pas ça. Bon, donc il faut aussi avoir ça en tête, nous, quand on intervient par rapport à d'autres courants politiques, entre ce qui est discussion sur les orientations politiques et la façon dont les militants de terrain perçoivent les choses. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'était important. Et avec nous, notre volonté au travers de tout cela, c'est bien évidemment de travailler à construire un débouché politique. Le mouvement social a besoin d'un débouché politique. S'il n'y a pas une réponse des organisations de gauche et donc un rassemblement de la gauche, le mouvement social lui-même a encore plus de mal, évidemment, à se développer. Alors, j'ouvre une parenthèse, je ne sais pas si c'est là qu'il fallait le mettre, mais il faudrait qu'on ait une petite discussion aussi sur le bilan que l'on tire depuis la sortie du Parti socialiste d'un certain nombre des principaux animateurs de GDS. Il faut que j'aille vers ma conclusion, c'est ça? Oh, ça va être compliqué. Non, mais ok. Et ça, il faudra qu'on en rediscute, peut-être aussi, il faudra un point de discussion. On a un certain nombre de camarades qui ont souhaité rester au Parti socialiste, et donc il faut qu'il y ait une discussion sur qu'est-ce qu'ils font, quel est le projet aujourd'hui des militants socialistes GDS, quelles sont les perspectives, dans la mesure où il faut qu'on ait une orientation globale, commune, de rassemblement de la gauche, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Alors, l'axe central qu'on a défini et qu'on avait rappelé notamment lors de notre réunion de janvier, c'est l'idée qu'il faut proposer, et au niveau national et dans les territoires, alors après on peut appeler ça comme on veut, des structures de rassemblement. Ça peut être comité de liaison, ça peut être fédération, enfin d'autres camarades ont dit ouais mais confédération, enfin, on s'en fiche, au sens où l'idée elle est, on rassemble le maximum de courants politiques et d'individus, parce que je pense que les structures qu'on met sur pied ne doivent pas s'adresser qu'aux structures politiques en tant que telles, mais il y a aussi des militants en recherche et qui souhaitent se rassembler et intervenir politiquement. C'est ça notre axe central. Qu'est-ce qu'on a fait autour de ça? Où est-ce qu'on en est dans la construction de ce type de rassemblement, de ce type de comité? Et sans idée qu'on va fusionner tout ça dans un seul parti unique dans 6 mois. Bien sûr, notre objectif stratégique reste le rassemblement de la gauche dans un grand parti unitaire où toutes les sensibilités seraient respectées. Mais l'idée aujourd'hui, c'est plus modestement, mais de façon tout à fait cruciale aujourd'hui, c'est le rassemblement dans le respect des sensibilités de chacun et de l'histoire de chacun. Voilà, je crois que c'est ça qui est ce que nous souhaitons mettre. Alors, on a poursuivi avec notamment l'action importante de Jean-Claude dans ce petit numériquement, mais qui a une grosse importance, après on le verra, c'est le collectif Passerelle, qui au niveau national réunit l'EPC, des gens des Verts, une partie d'ensemble, nous, voilà, et donc qui permet évidemment d'avoir un petit émetteur, un petit bulletin, mais aussi qui permet des contacts entre des responsables politiques, qui ensuite a d'ailleurs nourri la suite de ce que l'on va vous expliquer et des propositions qui peuvent être faites aujourd'hui. En tant que GDS, on a rencontré tous ces derniers mois l'EPC, Génération, Ensemble, République et Socialisme. On va rencontrer Nouvelle Donne la semaine prochaine et on va demander à rencontrer Europe Écologie et on revoit à nouveau le PC. Et le NPA. Et le NPA, voilà. Donc, ces rencontres bilatérales, c'est aussi pour expliquer ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est les uns et les autres et la nécessité du rassemblement. Alors, avec la volonté de donner un contenu, c'est-à-dire que ce n'est pas l'unité pour l'unité, c'est l'unité pour le soutien au mouvement social et c'est l'unité pour construire un débouché politique. Et donc, il nous a semblé normal que l'on fournisse nous-mêmes des éléments de ce qui est notre orientation, qui est issue de quelques dizaines d'années de militantisme
Et donc il y a 2 textes que nous avons écrits. Je ne me rappelais plus le texte. Il y en a un qui s'appelle Que veut GDS, je crois. Un texte plus court, mais qui a vocation justement de présenter GDS qui était dans l'avant-dernier DS. Et un texte de référence programmatique plus long qui est dans le DS de ce mois-ci. Alors, ces contacts-là font que, par exemple, le groupe qui s'appelle République et Socialisme, qui est un groupe issu d'une scission du MRC, qui date, je crois, cette scission de 2000, quand Chevènement a décidé de ne pas présenter de candidature aux européennes. Et donc là, il y a eu une petite scission de militants donc, issus pour la plupart du Parti socialiste, notamment certains comme Marinette Bache du secteur entreprise du Parti socialiste, qui avait travaillé à l'HP, etc., et qui sont très sensibles, bien sûr, aux questions république, laïcité, etc., mais aussi à la question sociale. Pour eux, ce qui est important, c'est de savoir s'adresser aux salariés. Et ils pensent par exemple que le livre de Gérard, Salariés si vous saviez, qui est sorti il y a une dizaine d'années maintenant, est un élément fondamental de base, lisez-le ou relisez-le, qui donne les éléments sur ce que nous, on estime être le salariat, la classe sociale qui s'appelle le salariat, comment on la définit. Et c'est un élément fort, y compris de discussion avec un certain nombre de ces responsables de République et Socialisme. Et on s'est rencontrés la semaine dernière, ou il y a 10 jours, on va se rencontrer à nouveau dans une dizaine de jours, et l'idée est de formaliser un travail en commun. Pas la fusion, voilà, mais de voir si on peut donc continuer, avancer assez vite sur l'affirmation d'un travail en commun et l'affirmation publique d'un travail en commun. De la même façon, nous avons des contacts un peu dans le même état d'esprit, mais avec une difficulté qui est avec une partie d'Ensemble. Alors Ensemble, c'est un groupe qui est, je dirais, patchwork en termes de formation. C'est pour une partie des gens qui viennent, alors sans doute pour des plus anciens, rappelez-vous les comités Juquin, d'autres qui sont sortis du NPA, voilà, et c'est un groupe un peu intermédiaire, etc. Bon, ce groupe est aujourd'hui paralysé par le débat aller ou non à France Insoumise, soutenir ou non France Insoumise. Alors, je ne sais pas quels sont les rapports de force, Jean-Yves était à leur congrès, 50-50 en gros, ou 60-40, j'en sais rien. Et une partie qui refuse d'aller à France Insoumise, qui refuse de soutenir France Insoumise, souhaite discuter avec nous de façon plus approfondie, y compris pour voir une collaboration plus importante, parce qu'il y a quand même une compréhension qu'il y a des choses qui se passent dans le pays, que l'éparpillement dont j'ai parlé, la fragmentation dont on a parlé, il faut essayer d'y mettre fin. En tous les cas, faire ce type de regroupement est important pour peser. Alors, tout ça, ce serait bien si il n'y avait que les attaques de Macron, le mouvement social, etc. Mais il y a une échéance électorale qui arrive. Et évidemment, ce qui est compliqué à chaque fois qu'arrive une échéance électorale. Dans un an, il y a les élections européennes. Bien. On est dans une phase où chacun veut s'affirmer. France Insoumise veut s'affirmer et veut montrer qu'elle est toujours la force hégémonique à gauche. Génération, avec Benoît Hamon, est dans sa phase d'affirmation, de construction et d'affirmation, avec un congrès donc début juillet à Grenoble, avec lui aussi volonté de s'affirmer comme le pôle émergent de la gauche. Et pour les élections européennes, à la fois c'est une élection proportionnelle, et donc il y a le sentiment que chacun peut y aller, parce que la proportionnelle fait que chaque courant a envie d'être représenté, mais enfin il y a quand même une barre à 5%. 3% pour être remboursé et 5% pour avoir des élus. Les premiers sondages, ce ne sont que des sondages, un an à l'avance, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais enfin néanmoins, seule France Insoumise est vraiment au-dessus, à 12, 13 ou 14, le PS 6, et Europe Écologie à 3, Génération à 3, et le Parti communiste à 2. Voilà. Et Besancenot à 2. Bon, c'est les sondages. Enfin bon, voilà. La barre des 5% n'est pas sûre d'être... Et là, les considérations tactiques l'emportent immédiatement. C'est 5% des inscrits en plus.
Là, je ne suis pas capable de dire. Je crois que c'est les résultats. Bon. Je pense que c'est 5% des résultats, des exprimés. Moi, il me semble que c'est 5% des exprimés. 5% des exprimés. Quelqu'un qui fait 6% d'exprimés, il aura des élus, celui qui fait 4,9, non. Et c'est là que les considérations tactiques l'emportent immédiatement avant qu'on discute du fond. On ne discute pas du fond. Alors, bien sûr, on sait bien qu'il y a des débats, et c'est pour ça que nous, on va commencer aussi, là, il y aura un rapport de notre camarade Christakis tout à l'heure sur les européennes, parce que c'est important. On est tous tenaillés entre deux trucs. C'est l'Union européenne, on la change. Si on n'y arrive pas, on l'explose. Ça, c'est une option. Et puis l'autre option, l'UE, on y reste, puis on essaiera de la changer à tout petit pas. Bon, vous voyez les deux options qui peuvent être débattues chez les progressistes. Bon. Mais ce n'est pas vraiment débattu aujourd'hui. C'est, je fais alliance, qui sera la tête de liste, je fais alliance avec qui. Bon. FI, ça y est, il a fait sa liste. Il laisse encore quelques places, éventuellement, pour quelques alliés. Est-ce que Emmanuel Morel franchira le pas ou pas? On n'en sait rien. Mais ça y est, c'est fait. Bon, il n'engage pas une discussion pour une liste de rassemblement. Génération est en discussion et en pression sur Europe Écologie, où là, il y a deux grandes options dans Europe Écologie. Jadot veut être tête de liste d'une liste Europe Écologie, et notamment David Cormand, secrétaire d'Europe Écologie, est plutôt favorable à une alliance avec Génération, y compris avec ma mère comme tête de liste. C'est l'option la plus forte. Ballas de Génération a confirmé que c'était l'option qui tenait la corde. Mais Génération dit on continue à discuter avec le PC. Mais personnellement, j'ai essayé d'interroger Ballas là-dessus, mais il ne m'a pas rappelé. Est-ce que vous voyez le PC se raccrocher à une liste dont, avec Génération Europe Écologie, l'accord déjà fait avec ma mère comme tête de liste? C'est compliqué. Donc le Parti communiste a compris le piège et donc a décidé de s'affirmer et de désigner un chef de file, Yann Brossat, et appelle une liste de large rassemblement. Donc on va prendre contact aussi avec le Parti communiste. Mais, avec des tensions très fortes au sein du Parti communiste, puisqu'une partie veut soutenir France Insoumise, et une autre partie ne veut absolument pas en entendre parler. Voilà, donc le panorama, vous le voyez, est compliqué, mais on ne peut pas faire abstraction de ce truc-là. On ne peut pas simplement dire, nous, GDS, on va s'occuper simplement du mouvement social, des luttes, etc. Donc il y a cette question d'échéance électorale qui nous est posée, et donc il va falloir que l'on discute, y compris donc avec les partenaires avec qui qu'on peut avoir, de quelle meilleure tactique pour cette élection européenne. Voilà. Donc je pense qu'il faut que l'essentiel de nos discussions ne porte pas sur la situation politique, sur laquelle, je crois, on a beaucoup d'éléments d'appréciation communs, mais bien sur le bilan de nos premiers mois. On se veut regrouper des militants qui veulent reconstruire la gauche et son unité, dans et hors des partis existants. Je lis la formule qu'on avait adoptée. Celles et ceux qui ont rompu récemment ou de plus longue date avec le Parti socialiste, des militants qui restent engagés en son sein et d'autres engagés à Génération ou dans des groupes d'action de la France Insoumise. Le bilan au niveau du Parti socialiste, c'est sans doute un effondrement numérique. On peut dire que le Parti socialiste a pu perdre 50% à peu près de ses adhérents. Mais aucun groupe de militants qui est sorti là du Parti socialiste, autant nous que Génération par exemple, n'a véritablement emmené des pans entiers du Parti socialiste. C'est des militants qui disparaissent dans la nature, qui ne sont plus adhérents du Parti socialiste, mais qui ne rejoignent pas nécessairement un autre groupe. Donc il faut évidemment avoir ça en tête, et avec cette compréhension qu'on a un temps qui nous est compté. Alors ça ne veut pas dire que l'histoire nous mord la nuque, qu'en 6 mois tout va être réglé, mais il y a des choses qui bougent, il y a une situation qui bouge, il y a une offensive macronienne. Il faut que nous soyons en capacité, dans ces semaines et mois qui viennent, de prendre des initiatives. Sinon on va les uns et les autres affronter à ce moment-là une traversée du désert qui risque d'être un peu difficile, un peu longue. Donc chacun, je crois, à gauche a cette compréhension, mais chacun, malheureusement, a souvent ses esprits de boutique en tête, et qui passe au détriment, qui passe devant au détriment du fond. Et nous, ce qui nous apparaît important,
c'est comment aujourd'hui être une force au service du salariat face aujourd'hui aux attaques importantes que notre classe subit. Voilà.